Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous. Voici les titres. Le monde du travail célèbre le 1er mai ce lundi la fête du travail, un moment important de communion et d'échange pour les travailleurs. Nous verrons le cérémonial et l'histoire de la fête du 1er mai. Les Lions du beach soccer et les Lions du volleyball signent de belles performances. L'équipe nationale de football de plage est qualifiée pour les quarts de finale du mondial. Celle du volley est au deuxième tour des éliminatoires du championnat du monde. La rubrique découverte nous mène à Bafata sur les pas d'Amilcar Cabral, la capitale de la deuxième région de la Guinée-Bissau et la ville natale de Cabral, le père de l'indépendance de ce pays. Mais tout d'abord, sachez que le président de la République a reçu en audience ce dimanche le khalife général des Khadres, Cheikh Aya Aïdara Ould Cheikh Talibouya, a apprécié à l'occasion les relations de coopération entre le Sénégal et la Mauritanie. Le khalife de Nimzat a formulé des prières pour une paix durable et un développement harmonieux des deux pays. C'est un sujet signé Aboubakry Kane. Avec le khalife général des Khadres, la discussion a essentiellement tourné autour de questions relatives au bon voisinage entre le Sénégal et la Mauritanie. Cheikh Aya Aïdara Ould Cheikh Talibouya, khalife de Nimzat, d'apprécier les relations fraternelles qui unissent les peuples sénégalais et mauritaniens. Nous prions pour la paix entre les deux pays qui entretiennent déjà d'excellentes relations. Aucun des deux ne peut aller sans l'autre. Et heureusement que les présidents Macky Sall et Abdelaziz l'ont compris. Nous avons certes hérité des frontières coloniales, mais avons le même peuple appelé à vivre ensemble. Nos destins sont liés et les relations ont toujours été bonnes. Nous devons travailler sans relâche au raffermissement de nos liens pour surtout faciliter la tâche à ceux qui s'activent notamment dans les secteurs de la pêche et de l'élevage. Et les prières du khalife accompagnent cette volonté affichée des autorités d'élever à un niveau supérieur les relations entre le Sénégal et la Mauritanie. Après avoir remercié le président Macky Sall pour cette audience cordiale, le khalife général des Khadres a aussi invité les gouvernements des deux pays à travailler au renforcement de leur coopération. Le Sénégal et la Mauritanie liés par l'histoire, avec des relations que les présidents Macky Sall et Abdelaziz s'engagent à renforcer à travers une coopération dynamique au bénéfice de leur peuple. Le monde du travail célèbre le 1er mai ce lundi. La fête du travail est un moment important d'échange et de communion entre travailleurs. C'est dans les années 1940, après la Deuxième Guerre mondiale, que le Sénégal a commencé à célébrer cette fête du 1er mai, une fête qui prend date au niveau international dans les années 1800 avec les fameux événements de Chicago. Quelle évolution depuis le rappel avec Aram Dao. La date repère du 1er mai 1886, lorsque des ouvriers manifestent à Chicago pour réclamer la journée des 8 heures. Des événements tragiques qui marqueront le monde. Depuis, le 1er mai est devenu symbole d'une journée de lutte pour l'émancipation et la dignité. Mais il faut attendre 1947 pour que ça soit adopté par le BIT comme fête internationale du travail. En ce qui concerne bien sûr le Sénégal, vous savez que le Sénégal est un pays qui a été colonisé par la France. Eh bien, le syndicalisme français, en fait, est né aussi tard, parce qu'en 1884, avec la loi sur le travail, et la CGT n'a été créée qu'en 1895. Au Sénégal, le syndicalisme n'a commencé qu'en 1920 avec des Français, ceux qui ont la citoyenneté française. Mais il faut attendre 11 mars 1936 pour que des Sénégalais qui savent lire et écrire, qui ont le niveau de certificat, puissent se syndiquer enfin. Cette journée de revendication portée par les syndicats a évolué dans le temps, dans son expression. L'exemple du Sénégal. À partir de 1945, dans nos pays, on a commencé à fêter le 1er mai, après les indépendances bien sûr, mais c'est devenu une tradition très forte au Sénégal. C'est une occasion pour l'ensemble des travailleurs défilent,
montrent leurs pancartes, leurs revendications, et c'est devenu tellement fait que même les entreprises financent leurs travailleurs. Ils les habillent, et puis depuis quelques années, l'État même du Sénégal a commencé à financer les centrales syndicales les plus représentatives. Si le 1er mai a résisté autant près de 2 siècles après, la question, le pouvoir syndical est-il resté intact? C'est Karl Marx lui-même qui disait que il y aura des victoires, il y aura des reculs, l'essentiel c'est de se réorganiser. Il y a des moments effectivement où le mouvement syndical a porté ou le combat pour la liberté, pour l'émancipation, les indépendances. Et cette lutte n'est pas un phénomène nouveau. Les premières formes de lutte, c'est les Africains qui construisaient les pyramides. On a des textes sur ces questions. Ils se battaient. Et ils demandaient 3 choses. Force, santé et nourriture. Déjà, dans les années 1800, il y avait des Sénégalais qui se battaient. Actuellement, le mouvement syndical est en faiblesse parce qu'il est dispersé. Mais la force est là. Le syndicalisme d'hier à aujourd'hui, le défi d'un militantisme efficace dans le pluralisme. L'essentiel, à mon avis, c'est que les syndicats gardent leur autonomie. Les syndicats travaillent dans le sens de l'unité. Les syndicats doivent travailler pour qu'il y ait toujours du travail, le travail décent, un travail correct. Les revendications des jeunes qui veulent du travail, ça doit être porté par les syndicats. Les revendications de ceux qui sont déjà en fonction, les syndicats doivent porter ces revendications. Il faudra aussi que ceux qui sont à la retraite vivent décemment. Cette représentativité fait espérer une meilleure organisation aujourd'hui. Les syndicats qui ont conscience de leurs mots ont l'occasion le 1er mai de communier autour de l'essentiel. Et notez que chaque pays a ses particularités dans la façon de commémorer la fête du 1er mai, le Sénégal, mais en avant les centrales syndicales. Et pour l'occasion, elles sont reçues par le chef de l'État, Fatou Sakho. La fête du 1er mai, célébrée à travers le monde depuis la fin du XIXe siècle, est une symbolique qui marque le respect voué aux travailleurs et la vertu que constitue le travail. Le Sénégal sacrifie à cette tradition. Les syndicats ont l'habitude de mener diverses manifestations, parfois des manifestations à caractère culturel, à caractère scientifique, mais surtout les faits marquants, c'est le défilé des principales centrales syndicales. L'après-midi, nous procédons à la cérémonie de remise des cahiers de doléances au chef de l'État. Ce cérémonial perpétué par tous les chefs d'État revêt un caractère solennel. 5 secrétaires généraux de centrales syndicales prononcent des allocutions au nom des travailleurs avant la remise. D'habitude, ce sont 5 centrales qui sont arrivées premières aux dernières élections de représentativité syndicale qui prononcent une allocution au nom de l'ensemble des travailleurs devant le chef de l'État, qui répond après à leurs différentes préoccupations et interpellations. Et à la suite de cela, il est procédé à la remise des cahiers de doléances par toutes les centrales syndicales présentes. Ainsi, 24 cahiers de doléances seront remis par les centrales et le SYNPICS. Dès le premier trimestre suivant la réception des cahiers de doléances, toutes les structures responsables sont saisies pour organiser des négociations sectorielles et nous revenir avec leurs réponses. Nous en sommes à notre 3e rapport concernant les cahiers de doléances. Donc c'est une démarche assez nouvelle qui puisse, qu'on croit en tout cas pouvoir rassurer les centrales syndicales qui déposent les cahiers de doléances. Malgré ce travail de synthèse et de suivi, certains points reviennent régulièrement chaque année. Et forcément, il y a des questions qui peuvent revenir parce qu'ils demandent une prise en charge par l'État qui nécessite par exemple un coût qui n'est pas supportable. Donc on ne peut pas dire dans l'absolu que l'ensemble des doléances doivent être traitées et trouver une solution globale et définitive. Cette cérémonie d'une importance majeure pour les syndicats a connu des évolutions, mais sa modernisation allégerait bien l'administration. Pour des raisons d'efficacité et d'efficience, je pense qu'on peut voir comment rationaliser et moderniser la question des cahiers de doléances. Il y a plusieurs formats
qu'on aurait pu imaginer, mais il faut se réjouir quand même, cet aspect symbolique reste quand même un moment fort de communion et de partage. Ce moment unique pour les travailleurs dans l'année se déroule dans cette salle des banquets du palais présidentiel qui, pour l'occasion, revêt ses plus beaux atours. Ce 1er mai encore, dans l'après-midi, elle accueille les représentants de toutes les centrales, le patronat et l'ensemble du gouvernement. Et cette année, au-delà d'un défilé unitaire, les centrales syndicales vont encore remettre un seul cahier de doléances au président de la République. L'efficacité et la cohérence sont à la base de cette démarche, selon Mody Guiro, le secrétaire général de la CNTS, était l'invité de l'émission Point de vue. La particularité qui va se poursuivre, c'est seulement le défilé unitaire, qui va être organisé par toutes les centrales syndicales affiliées à la Confédération syndicale internationale, dont la CNTS, l'UNSAS, la CNTS FC, la CSA et l'UDTS. Je pense que le schéma de la remise d'un seul cahier a été initié l'année dernière. Mais le défilé unitaire a été initié depuis bien avant. Donc après 86-87, parce que l'idée de se retrouver dans un cadre unitaire a été décidée par ces 5 centrales syndicales après une réunion qu'on a eue à Lomé. C'est dans ce cadre que nous avons opté pour essayer de définir un cadre unitaire, donc un plan d'action qui nous permettrait d'aller ensemble. Et donc l'année dernière, nous avons innové en déposant un seul cahier entre les mains du chef de l'État. En ce qui concerne donc ces 5 centrales dont je viens de citer. Par souci d'efficacité, Par souci d'efficacité, de cohérence. Voilà. Et dans le reste de l'actualité, notez la fin à Dakar du 2e forum du MESA, le programme de surveillance et de la sécurité en Afrique. Les experts ont échangé sur les bonnes pratiques d'observation dans le cadre de ce projet. L'objectif est de donner aux décideurs les situations réelles en vue de faire face aux grandes problématiques du secteur. Plus de 300 délégués ont participé aux échanges à Bio. Pendant 5 jours, le thème de ce 2e forum du MESA, l'observation de la terre au développement et à la mise en œuvre des politiques, a été débattu. Plus de 300 experts composés de planificateurs, de décideurs, d'utilisateurs de données d'observation ont fait des exposés. Les rapports du MESA permettent aux décideurs de bien gérer l'information dans le cadre des planifications. Cette 2e édition du forum MESA tenu à Dakar a permis aux différents participants, environ 300, fait dire le représentant de l'Union africaine, donc d'enrichir leur expérience et d'améliorer leurs connaissances grâce au partenariat fécond et inclusif des parties prenantes dans la prise des initiatives en matière d'observation de la terre pour la veille environnementale et la sécurité. Ce forum est organisé par la Commission de l'Union africaine en collaboration avec la CEDEAO. Il visait dans ses objectifs de départ le partage d'expériences sur la façon dont l'observation est menée dans le cadre du projet MESA. Les réalisations du programme MESA servent désormais à l'élaboration de politiques et de prise de décisions par nos décideurs politiques en vue de l'amélioration des conditions de subsistance de nos populations les plus vulnérables qui peuvent anticiper sur leurs conditions de travail. Après des jours de débat sur l'observation terrestre, ces délégués sont venus observer une bande de terre de tout près. L'île de Gorée, musée du souvenir, souffre d'un problème environnemental, l'érosion côtière. Il faut savoir que la structure de l'île de Gorée est une île, à l'origine, c'est une île volcanique. Donc, ce qui fait que l'érosion côtière, c'est vrai qu'elle est présente, mais elle ne se fait pas trop sentir sur certains endroits. Elle concerne que la partie basse de l'île, c'est-à-dire la partie sableuse, la côte basse. Le projet MESA a déjà fait ses preuves. Il laisse aujourd'hui la place au projet GMS Afrique qui va continuer l'observation du continent. Remise de drapeaux aux 2 contingents qui vont assurer le maintien de la paix au Darfour et en Centrafrique. 280 hommes de l'opération hybride Union africaine-Nations Unies. Le drapeau leur a été remis par le général de brigade Jean-Baptiste Tine, Cheikh Pambagay. Ils sont 280 éléments qui vont composer les 2 contingents
chargée d'assurer le maintien de la paix au Darfour et en Centrafrique. 140 officiers et sous-officiers de chaque côté qui ont été bien entraînés pour faire face à tous les dangers sur les théâtres d'opération avec une bonne présence de l'éthique et la déontologie dans l'accomplissement de cette noble mission. La MINUAT a essentiellement pour mandat de protéger les civils, mais également elle est chargée d'assurer la sécurité de l'aide humanitaire, de surveiller et de vérifier l'application des accords, de favoriser un processus politique ouvert, de contribuer à la promotion des droits de l'homme, de droit et de surveiller la situation le long des frontières avec le Tchad et la République centrafricaine. Après avoir reçu le drapeau national, c'est toute une responsabilité à porter sur ses épaules. C'est des sentiments de responsabilité, de prise de conscience de la hauteur de la mission, des responsabilités. Mais nous sommes aussi convaincus que les 8 semaines de formation et d'entraînement qu'on a eues au niveau des centres tactiques et au niveau du centre de perfectionnement de la gendarmerie mobile nous seront bénéfiques, en tout cas pour répondre favorablement aux missions qui nous seront assignées. Le général de brigade, commandant de la gendarmerie mobile, Jean-Baptiste Titine, a insisté avec vigueur sur la tolérance zéro. J'ai insisté tout à l'heure sur la conduite et la discipline, notamment relativement à tout ce qui est abus sexuel. Au niveau de l'ONU, c'est tolérance zéro. Au niveau de la gendarmerie, c'est encore plus tolérance zéro. Après donc 8 semaines de formation, ces 2 contingents vont se déployer pour hisser haut le drapeau du Sénégal dans le maintien de la paix au Darfour et en République centrafricaine. De la visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en Casamance, à Kolda et à Sédhiou, le professeur Mary Teuw Niane s'est rendu sur les espaces numériques ouverts et le centre délocalisé de Kolda. Dans ces 2 localités, les travaux sont au stade de finition. Abdoulaziz Ban. À Sédhiou, le ministre de l'Enseignement supérieur et sa délégation se sont rendus à l'espace numérique ouvert. Ici, les ouvriers s'activent et les travaux avancent à grands pas. Et dans 5 mois, le bâtiment sera livré. Ce chantier aujourd'hui est au niveau de l'étage et l'entreprise nous a assuré qu'elle va terminer le chantier d'ici le mois d'octobre. Et donc faire la dalle et faire les finitions. Cap ensuite sur Kolda, dans la capitale du Fouladou, le décor est tout autre au chantier de l'espace numérique ouvert en stade de finition. Ils en sont à faire le plafond, le plafond, ils en sont à faire les baies vitrées et j'ai vu que l'électricité et tout ce qui est réseau est en cours. Ce qu'il faut souligner, c'est que les équipements des ENO sont déjà achetés. Il y a à la fois aussi bien les ordinateurs qui sont des clients légers, il y a les serveurs, il y a les data centers, il y a tout l'équipement interactif et multimédia qui va permettre aux ENO d'être des bâtiments intelligents. La délégation s'est ensuite rendue au chantier du centre délocalisé de Kolda. Dans ce chantier, une nette amélioration est notée. Les travaux se sont améliorés. J'ai vu que l'entrepreneur a changé de technicien. C'est peut-être un signal. On nous a donné des délais, que dans 15 jours, la menuiserie sera sur place. Que dans à peu près un mois et demi, les premières commandes de toiture seront là et que les finitions vont s'échelonner dans 4, 5, 6 mois. Mais l'administration territoriale, monsieur le gouverneur, va suivre cela. 5 minutes sur la route nationale numéro 6 est la dernière étape de cette tournée. Le ministre et sa délégation ont visité les locaux qui doivent abriter le centre de recherche et d'essai de la localité. La commune de Dabia, dans la région de Matam, va bientôt abriter un centre de production et de recherche de maïs hybride. L'institut sera construit par l'entreprise américaine Genetics, dont les responsables étaient à Dabia, pour rencontrer les autorités locales. Pape Bonachao. L'entreprise américaine Genetics est venue à Dabia avec une ambition en tête. Réaliser un centre de recherche et de production de maïs hybride dans cette contrée du Fouta. Cette visite est une prise de contact avec les autorités communales afin d'échanger sur la faisabilité du projet. Et nous voulons faire avec, comme je disais, l'Aiuto, un institut de recherche sur l'espace de grandes cultures comme le maïs, le sorgho, le grain, la lucerne, pour voir quel espace et quelle variété, quels hybrides sont les plus bons pour l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est la première phase.
La deuxième phase, c'est après, nous trouvons les variétés, les hybrides, qui sont les plus bons pour l'aréal. C'est distribuer cet hybride au Sénégal. La troisième phase, c'est faire la production de semences ici. Le quatrième, c'est faire des recherches. À Dabia, le projet est accueilli à bras ouverts. La commune regorge de plusieurs potentialités hydro-agricoles. Avec les semences hybrides qu'ils produisent et qui ne sont pas aussi des ESM, on peut aller jusqu'à 5 tonnes à l'hectare avec l'agriculture pluviale et plus de 15 tonnes à l'hectare avec l'agriculture irriguée. Donc vous voyez que c'est très important pour la zone. Et il ne s'agit pas seulement du maïs, ils ont parlé d'autres variétés telles que le sorgho, mais également le riz aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui nous avons besoin de ce type d'entreprise ici qui produit des semences certifiées, mais également qui accompagnent la recherche et la production au niveau de la zone de Matam. D'autres rencontres sont prévues avec les partenaires américains pour aller rapidement vers la mise en œuvre de ce projet important. À terme, il devra faire de Dabia une référence nationale en matière de culture de maïs hybride et de semences. Les populations de Gagué-Bokar dans la commune de Foundiougne ont organisé une cérémonie de remerciement à l'endroit de Gérard Sénac pour tous les services qu'il a rendus à leur localité. Depuis 12 ans, le directeur général d'EFAGE Sénégal appuie les populations en salle de classe, fourniture scolaire, financement entre autres. C'est un reportage signé Habib Diop. Pour arriver à Gagué-Bokar dans la commune de Foundiougne, il faut prendre une pirogue et rouler 3 km pour rencontrer des habitants enthousiastes. Les visiteurs accueillis en grande pompe est Gérard Sénac. Depuis 12 ans, il accompagne ce village. Aujourd'hui, les populations lui rendent hommage. Je ne m'attendais pas, je ne pouvais pas imaginer de cet accueil. Les enfants, les familles, honnêtement, un grand merci. C'est un grand honneur, beaucoup de joie. Et puis, peut-être de voir qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que j'y arriverai pas, et il faut effectivement que tout le monde, toutes les populations puissent aider dans chaque quartier, dans chaque village, que chacun puisse donner un franc. Et si on est plusieurs à donner, on arrivera à faire de grandes choses. Et c'est comme ça qu'on a réussi, parce que l'État a donné, les populations ont donné, les familles ont donné, et à partir de là, moi j'ai, avec mon épouse, complété, et lorsque c'était trop lourd, la société EFAGE est venue pour appuyer et apporter les matériaux qu'il fallait pour terminer le travail. Les actions du directeur général d'EFAGE du Sénégal touchent les secteurs de l'éducation, avec la remise fréquente de dons et la construction de salles de classe, de murs de clôture, et aussi les secteurs sociaux comme la construction de puits pour le village, l'accompagnement des femmes, entre autres. En particulier, M. Gérard Sénac. On s'est connus, ça fait 15 ou 17 ans. Et c'est moi qui l'ai amené ici. Il est venu avec son père, il a rendu visite à mon père. Il a vu le village comme les gens après sont gentils, sont des travailleurs, donc des pêcheurs, des agriculteurs. Il a voulu quand même communier avec eux, les aider sur une partie. Vraiment, je suis quand même très fier de lui. Je suis ici également pour venir fêter avec vous la liberté que vous avez donnée à ces enfants-là. L'éducation, c'est le chemin le plus sûr pour donner l'éducation aux enfants et par conséquent leur liberté présente et leur liberté future. Avec une population de 500 habitants, Gagué-Bokar, presque à l'unanimité, a remercié le directeur général d'EFAGE Sénégal pour son intérêt envers ce village qu'il continue toujours d'accompagner. On les a suivis pour la première fois au matin du 4 avril 1976. De ravissantes demoiselles habillées à l'africaine descendant le boulevard du Centenaire. Et depuis, l'aventure dure plus de 40 ans et ils ont fini de s'inscrire dans l'histoire de la fête nationale du pays. Une exposition a retracé le parcours des majorettes de Kennedy. Un hommage aussi aux initiateurs Feu Doudou Ndiaye Coumba Rose et Germaine Akogny. C'est un reportage signé Philomène Constance Diagne. Elles continuent à défier le temps depuis leur première apparition en 1976. De génération en génération, ces jeunes adolescents du lycée John Fitzgerald Kennedy ont maintenu la flamme, le talent, l'exigence de l'excellence qui ont toujours charmé le 4 avril. Aujourd'hui, leur parcours est revisité. Si les majorettes de 1975 à nos jours continuent à exister, je me dis que donc c'est quelque chose qui intéresse tout le monde, tout le public,
surtout les militaires qui organisent les défilés de 4 avril, le monde entier qui attend les majorettes du lycée Kennedy. Donc c'est une très bonne chose et je suis vraiment fière quand même que les gens s'intéressent à nous. Une fête de l'indépendance sans les majorettes de Kennedy laisserait le public sur sa faim. Les initiateurs de cette participation civile hors du commun ne reviennent toujours pas du succès connu au fil des ans. J'étais professeur d'éducation physique au lycée d'Ignabo, à Ziguinchor, et les majorettes de Saint-Maur ont défilé. J'étais choquée. Et je dis, mais ce sont des majorettes françaises qui défilent le 4 avril. Et l'idée m'est venue d'en parler à Doudou Ndiaye Rose. Et puis, on a rassemblé au lycée Kennedy 50 jeunes filles et on a commencé les répétitions. Et moi j'étais pro d'éducation physique, mais souvent je donnais des cours de danse rythmique en tapant dans les mains. Et ça m'a beaucoup amusé de former ces jeunes filles et que Doudou s'est collé à la musique. Et ce mouvement des reins, tac, 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 tarata, 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 eh bien c'est moi qui l'ai trouvé et je suis très fière. C'était juste un clin d'œil au sabbat contemporain, au sabbat moderne. Et ça perdure, tant mieux. Ces jeunes filles sorties du lot grâce à une sélection rigoureuse allient grâce, beauté et intelligence. Certaines d'entre les anciennes se remémorent encore ces moments de leur adolescence. J'ai un sentiment de fierté. Vraiment, je suis fière de cette exposition. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait du bien. Parce que ça montre que tout ce qu'on a fait depuis a servi à quelque chose. Tout me manque. Les répétitions, les nuits qu'on passe au lycée, à tout ce qu'on faisait en tant que majorité, tout me manque. Tout, vraiment tout. À travers cette expo, un hommage a aussi été rendu à feu Doudou Ndiaye Coumba Rose, l'homme à la baguette magique avec qui Germaine Acogny a commencé l'aventure. Retracer toute l'histoire n'a pas été chose facile. On a eu du mal à trouver effectivement les archives, les photos. Donc on a, avec nos collaborateurs, dont Alioune qui a cherché au travers du Soleil, le journal Le Soleil, au musée IFAN, on a eu pas mal de recherches à ce niveau-là pour pouvoir avoir le maximum d'informations. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Mais voilà, on a voulu respecter les différentes dates, la chronologie. Donc à travers les photos, mais au niveau du texte, au niveau des textes, c'est vrai que c'est assez vieux. Désormais aux portes de la légende, l'œuvre des majorettes de Kennedy se perpétue. En atteste cette riche prestation des minorettes du village SOS et tant d'autres qu'on aperçoit lors des défilés du 4 avril. L'histoire des majorettes de Kennedy retracée à travers donc cette exposition. Parlons de la 8e édition de la journée du Japon qui a vécu donc au CESAC. Devenu un événement institutionnel, cette journée permet aux étudiants de plusieurs pays africains de restituer les leçons apprises au cours de leur formation. Toute la culture japonaise est revisitée à travers chant, danse, sport et autres disciplines. Nous restons avec Philomène Constance Diaye. Unissons nos cultures en dansant. Ce thème a eu tout son sens lors de cette 8e édition. Les étudiants en cours de japonais ont bien assimilé leurs leçons. Leur prestation artistique en atteste. La pédagogie de leur encadreur a conduit à ce résultat. Oui, c'était très difficile parce que les étudiants sont très occupés à cause de ces études. Mais ils ont essayé de trouver le temps pour participer et ils ont essayé de comprendre ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé. Donc, sa raison de la fête était séculaire. Au-delà de cet échange culturel avec le Japon, ces étudiants se familiarisent avec le mode de vie, les coutumes et traditions de ses habitants. Le monde du travail leur sera aussi plus ouvert. Ça permet à nos étudiants d'apprendre le japonais, mais aussi la culture japonaise et de leur permettre d'avoir une meilleure employabilité sur le marché du travail. Parce que le Japon, c'est une puissance qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui. Donc nos étudiants qui veulent évoluer à l'international, l'apprentissage de la langue japonaise, ça leur permet effectivement d'avoir accès
à d'autres marchés du travail. J'étais très étonnée par les activités faites par les étudiants, la présentation, danse, et la lecture, la quiz, tous les phénomènes concernant sur la culture, la religion, la langue, tous les phénomènes de la vie quotidienne japonaise. C'est vraiment un grand plaisir pour notre ambassade. Cette journée redynamise la coopération entre les pays africains et le Japon. Et pour mieux faire découvrir ce pays asiatique, une petite expo a rassemblé les invités dans le jardin du CESAC. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous conduit au Mali, en Tanzanie et au Burundi, mais nous débutons par l'Égypte où plusieurs constructeurs transforment des conteneurs en maison. C'est au Caire que ça se passe. C'est un récit de Luis Pizza. Plusieurs constructeurs ont décidé de transformer des conteneurs maritimes à maison en Égypte. Ce type d'habitation vise à réduire les coûts de construction et à combler le manque à gagner du secteur immobilier. Au Burundi, une pénurie de carburant frappe la capitale Bujumbura. Depuis 2 jours, les stations-service peinent à satisfaire les foules d'automobilistes qui s'agglutinent par dizaines pour être alimentés en essence. Les syndicats de transporteurs s'inquiètent déjà des effets négatifs sur leurs activités. Le ministère de tutelle affirme être au pied d'œuvre pour un heureux dénouement. Le président tanzanien John Magufuli a licencié près de 10 000 fonctionnaires après qu'un rapport gouvernemental eut révélé que leurs diplômes et qualifications étaient des faux. Certains fonctionnaires sont accusés d'avoir falsifié des certificats d'examen alors que d'autres auraient présenté des certificats de proches comme étant les leurs. Après réception du rapport final d'une enquête diligentée par le gouvernement, le président John Magufuli a déclaré que les faussaires devaient démissionner. Ils seront remplacés aussitôt que possible par des personnes qualifiées. L'état d'urgence en vigueur au Mali et qui devait expirer le 29 avril a été prorogé de 6 mois jusqu'au 31 octobre par l'Assemblée nationale. Cette mesure d'exception a été instaurée à plusieurs reprises dans le pays depuis l'attaque djihadiste contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako le 20 novembre 2015. Il a été rétabli pour la dernière fois le 19 avril pour 10 jours par le gouvernement en raison de la persistance de la menace terroriste. Avec la Coupe du monde de beach soccer, le Sénégal est qualifié pour les quarts de finale après sa victoire face au pays organisateur, les Bahamas, battu à 10 buts à 1. Retour sur les temps forts et les autres affiches phares de la deuxième journée avec Ibrahim Mbou. Les Lions n'ont fait qu'une touchée des Bahaméens. Devant un public résigné qui assiste impuissant à la démonstration de force des coéquipiers de Mamadou Sylla. Le grand bonhomme de la soirée d'hier au National Beach Soccer Arena de Nassau s'appelle Ibrahima Baldé, auteur d'un triplé retentissant. Ahmad Diouf a signé un doublé, tout comme Papa Modundoye. Les Bahamas ont inscrit un seul but pour l'honneur. Le Sénégal s'impose 10 buts à 1 et se qualifie en quart de finale. La joie est exubérante. Les joueurs sont loin des plages de Ngor Wakameyof, mais n'oublient pas les traditions du pays. Dans l'autre match du groupe A, la Suisse a pris le dessus sur l'Équateur, 9 buts à 5. Les Helvétiques, déjà qualifiés en quart, rencontrent les Lions ce lundi à 21 h pour la première place de la poule. Pendant ce temps, l'autre représentant du continent, le Nigeria, s'est défait du Mexique 5 buts à 4 après prolongation. Le Nigeria attend la 3e journée pour aller chercher sa qualification face à l'Iran. Les éliminatoires du championnat du monde de volleyball féminin, le tournoi se joue au Cap-Vert et les Sénégalaises ont battu les Cap-Verdiennes sur le score de 3-7 à 0. Elles franchissent le premier cap des qualifications. Le Parlement et l'ambassadeur du Sénégal au Cap-Vert ont soutenu les Lions lors de leur dernière sortie. Voici la réaction du coach des Lions, Amadou Sen, au micro de nos envois spéciaux au Cap-Vert, Khalidou Bey et Sedna Lunfal. Nous avons gagné 3-7 à 0. Mais bon, il faut souligner que ce n'était pas facile. Parce qu'en fait, le volley, on peut gagner 3-7 à 0 et que les 7 peuvent être assez disputés. Et donc, tout au long des 7,
nous étions quand même, des fois on avait 2 points au-dessus d'eux, mais des fois bon, on était un peu ensemble. Heureusement que les filles ont essayé de gérer avec plus de lucidité le match, parce que ça se jouait un peu au niveau mental en fait. Bon, ça s'est bien passé, alhamdoulilah, rabbil alamin. On va essayer maintenant d'attaquer le deuxième tour avec plus de sérénité, avec une meilleure préparation. En fait, l'objectif c'est de se qualifier au championnat du monde. Là, nous avons franchi le premier cap, parce qu'il fallait se qualifier d'abord au niveau de cette zone. Et ensuite, nous allons, à partir du mois de septembre, il y a les autres zones qui vont aussi envoyer leurs qualifiés. Et à partir de là, bon, il y a 2 équipes qui, à l'issue de ce tournoi, les deux meilleures équipes vont aller au champion du monde au Japon. Ah oui, l'enjeu c'est la qualification. Bon, c'est le mondial, hein, objectif. Bon, on souhaite maintenant vraiment qu'il y ait une meilleure préparation, parce que nous avons fait la préparation dans des conditions quand même pas très évidentes. Bon, nous remercions le ministère quand même pour nous avoir au moins aidé à participer à la compétition, et nous les invitons vivement à renforcer davantage les mesures, les conditions de préparation, afin qu'on ait vraiment toutes nos chances d'aller au championnat du monde. Nous, au football, avec Niary Tally qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue, les Galactiques, comme on les appelle, ont décroché leur ticket face au Casa Sport après les tirs au but 5-4. Les 2 équipes étaient à égalité 0 but partout après 120 minutes de jeu. Fatoumata Savané. Niary Tally sera dans le carré d'as de la Coupe de la Ligue. Les Galactiques sont passés après les tirs au but. Ils les ont remportés 5-4 face au Casacé. Dès le premier tir de la séance fatidique, Chérif Salif Sané envoie le ballon dans le décor. Ce face-à-face perdu devant l'international Pape Seydou Ndiaye ne sera plus rattrapé par les Casacés. Les joueurs du NGB ont réussi tous leurs tirs. Un match qui s'est soldé par un nul blanc 120 minutes durant. Les quelques occasions franches seront pour le Casa Sport qui ne les concrétise pas. Niary Tally s'est vu privé de Sidat Ndiaye à la 15e minute. Il ne sera pas le seul exclu de cette rencontre. Ibrahima Sagna du Casa Sport sera expulsé à la 58e minute. Un match avec beaucoup d'opportunités manquées de part et d'autre. Pour le coach de Niary Tally, les enjeux ne sont pas les mêmes pour certaines rencontres. C'est un match de coupe, c'est différent des matchs de championnat. Ça a été extrêmement difficile, comme tu l'as dit. D'autant plus qu'à un quart d'heure, on a joué à 15, à 2 mètres à 10, on a reçu un carton rouge. Mais bon, on a continué à jouer jusqu'à les 120 minutes, jusqu'à aller au tir au but pour gagner. Du côté du Casa, c'est surtout les regrets pour un match qui était largement à leur portée. Dans le dernier tiers, il fallait quand même poser les actes qui pouvaient permettre de se bonifier de cette supériorité numérique. Malheureusement, dans le dernier geste, il y avait toujours une précipitation ou bien porter le ballon un peu plus alors qu'il fallait peut-être le lâcher. Bon, je crois que là, sérieusement, on n'a pas su profiter de notre supériorité numérique. Voilà. Niary Tally passe. L'Union sportive de Ouakam aussi a décroché son ticket en battant Génération Foot 2-1. Leurs adversaires respectifs seront connus ce dimanche. La 5e édition de la randonnée pédestre de l'hôpital général de Grand Yoff a été populaire. Outre le personnel, les populations ont pris part à cet événement sportif et social. En effet, le thème de cette année portait sur les fistules obstétricales. 8 fois sur 10, elles touchent des Africaines au sud du Sahara. L'hôpital de Grand Yoff possède une grande expertise dans le domaine de la chirurgie réparatrice de ces affections. Oumar Diaw. Après 5 éditions, on peut dire que la randonnée pédestre de l'association sportive et culturelle de l'hôpital général de Grand Yoff a atteint une vitesse de croisière. Plus qu'une simple marche, c'est un moment de sensibilisation sur une question majeure de santé. Un cadre de communication qui va nous permettre de faire passer nos messages et également de réunir le personnel. Cette année, le thème a porté sur les fistules obstétricales. Des cohortes de femmes sont prises en charge par le service d'urologie. L'hôpital général de Grand Yoff est la plateforme en termes de plateau technique et aussi en termes de ressources humaines dans la prise en charge des fistules obstétricales. Les spécialistes de l'OGI interviennent à l'intérieur du pays et même en dehors, contribuant ainsi au transfert de compétences pour le traitement d'une affection répandue en Afrique subsaharienne. juróom-ñett yi ñu ngi dëkk ci Afrique bi nga xam ne moo nekk wax au sud